Et on va changer donc les chapitres tout de suite pour parler un peu des sécurités et de l'économie. C'est cet accord de principe signé à Doha, au Qatar, entre la RDC et le mouvement rebelle pro-Rwanda, le M23 AFC. Une condition sine qua non, peut-on le dire ainsi, pour le rétablissement d'un véritable environnement propice aux investissements et à la prospérité, j'allais dire, des investissements, à la prospérité économique dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jusqu'où la RDC de Félix Tshisekedi est-elle prête à aller dans la résolution de ce conflit par la voie diplomatique, et combien de concessions doit-on justement faire pour retrouver la paix et la véritable? On se fait tout d'abord une topologie sur cette situation et se retrouve après pour en décrypter. La République démocratique du Congo a récemment franchi une étape cruciale vers la pacification de sa partie orientale avec la signature d'une déclaration de principe entre les gouvernements et les groupes AFC M23. Cet accord, dont le détail précis reste à être pleinement concrétisé, marque un tournant potentiellement majeur pour la stabilité du pays et par extension pour son climat des affaires, l'attraction des investissements et le développement de son secteur minier. Après des années de conflits et de tensions dans l'est du pays, cette déclaration de principe représente un engagement mutuel vers une désescalade et une résolution politique des divergences. Bien que le chemin vers une paix durable soit souvent sémé d'embûches, l'intention affichée par toutes les parties de s'engager dans un dialogue constructif est une lueur d'espoir. La fin, ou du moins une réduction significative des hostilités, est la condition sine qua non pour toute forme de développement économique et social dans les régions affectées. La première et la plus immédiate de retombées attendues de cette déclaration est le retrait du M23 et in fine une amélioration sensible du climat des affaires en RDC. L'instabilité sécuritaire a toujours été un frein majeur pour les investisseurs locaux comme étrangers. Les zones de conflit sont par définition des environnements à haut risque où les infrastructures sont détruites, les populations déplacées et où la visibilité à long terme est quasi inexistante. Impact sur les investissements, des portes qui s'ouvrent. La relation directe entre la paix et l'investissement est déniable. Si la déclaration de principe s'est traduite par une paix tangible, les investissements pourraient affluer, notamment dans les régions de l'Est qui sont riches en ressources mais dévastées par le conflit. Les grandes entreprises internationales, souvent frileuses face à l'insécurité, pourraient reconsidérer la RDC comme une destination viable. Elle apporterait de capitaux, de technologies et des savoir-faire. Les entrepreneurs congolais, dont beaucoup ont souffert des conflits, pourraient retrouver la confiance nécessaire pour investir dans leurs propres entreprises, créer des emplois et relancer l'économie locale. Le secteur minier, pilier de l'économie congolaise, est particulièrement sensible à la sécurité. L'est de la RDC est une région extrêmement riche en minéraux critiques, coltan, étain, tungstène, or et potentiellement lithium. La présence de groupes armés a souvent alimenté une exploitation minière illégale et artisanale, privant l'État de revenus substantiels et engendrant des conditions de travail inhumaines. La pacification permettrait aux entreprises minières légitimes d'opérer dans des conditions plus sûres, de protéger leurs infrastructures et leur personnel. Avec le retour de l'autorité étatique et la réduction de l'influence de groupes armés, la lutte contre l'exploitation minière illégale pourrait être renforcée. Cela signifierait plus de revenus pour le trésor public et une meilleure traçabilité de minerais. De vastes zones riches en ressources sont restées inexplorées ou sous-exploitées en raison de l'insécurité. Une paix retrouvée ouvrirait ces territoires à de nouvelles campagnes d'exploration et au développement de projets miniers à grande échelle.
créant de la valeur ajoutée et de l'emploi formel. Malgré l'optimisme suscité par cette déclaration de principe, il est crucial de rester réaliste. La mise en œuvre des engagements et la transformation de paroles en actes concrets seront les véritables épreuves. Les défis sont nombreux: démobilisation et réintégration conditionnelle des combattants, le développement inclusif des régions de l'Est et maintien de la confiance entre toutes les parties. Néanmoins, la déclaration de principe entre la RDC et les groupes AFC M23 représente un pas fondamental. Si elle est suivie d'effets tangibles, elle pourrait non seulement ramener la paix dans l'Est, mais aussi débloquer un potentiel économique et minier immense, transformant durablement le destin de la RDC. Le monde des affaires et de l'investissement suit de près l'évolution de la situation, espérant voir cette lueur d'espoir se transformer en une ère de prospérité durable. Alors, Tony Antoine Dibendila, la RDC qui signe donc une déclaration de principe avec le mouvement pro-rwandais M23. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau que c'était une des conditions sine qua non pour rétablir la paix dans cette partie de la RDC et par ricochet, obtenir un véritable environnement qui soit propice aux investissements? Si l'on regarde aujourd'hui l'opinion congolaise, on se rend compte que beaucoup alimentent des polémiques autour de cette déclaration de principe RDC M23 FC au lieu d'aller dans les fonds de la question. Je voudrais rapidement balayer un fait, c'est le fait que les Congos avaient enfin, le gouvernement de la RDC avait enfin accepté d'échanger avec les M23, ce qui était au départ un refus, mais nous savons que cela est arrivé après les exigences des partenaires de la RDC. Il y a eu les États-Unis d'Amérique, il y a eu les Qatar, il y a eu l'Union africaine, il y a eu l'Angola, qui d'ailleurs a été accusé de partialité par les Rwandais. C'est pourquoi Kagame ne s'était d'ailleurs pas présenté, je crois, en décembre 2024 en Angola pour conclure un accord, un processus qui était très attendu, dont l'aboutissement était très attendu. Et donc, moi, je crois que aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à ce jour, cette déclaration des principes vient d'activer un fait. Nous savons qu'aujourd'hui, il est établi qu'il devrait y avoir, par exemple, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones conquises par les forces ennemies, et qu'il devait y avoir l'espérance du retour de la stabilité, parce qu'on sait que sans la stabilité dans cette partie du pays, il n'y aura pas d'investissement, parce qu'au regard de tout, ces échanges sont dictés par des intérêts économiques de part et d'autre aussi, parce qu'on sait que le Qatar a beaucoup d'investissements dans la région et que les sanctions économiques contre le Rwanda ne facilitent pas la tâche à ces investissements. Dans Rwandair, dans l'aéroport de Kigali, dans la raffinerie d'or du Rwanda, on sait que ces intérêts sont déstabilisés par les sanctions américaines, européennes et de plusieurs pays occidentaux. Ça on le sait. Mais d'autre part, on sait que les Congos voudraient qu'il y ait retour de la paix et que ces populations meurtries, éparpillées à travers la région, reviennent et qu'enfin nous puissions relancer ces processus déjà lancés il y a longtemps, parce qu'il y avait, on le sait, l'histoire de la Sirgel a eu pour premier financier la République des Zaïre à l'époque, la RDC. Ça a permis à ce que plusieurs projets soient avantageux, à la fois pour le Rwanda et même pour le Burundi. Mais donc, aujourd'hui, je crois que l'histoire de l'intégration économique évoquée dans le cadre de cette déclaration va dans le sens de renforcer également la conférence internationale de la région des Grands Lacs, mais aussi permettre à ce que nous revenons dans un modèle économique avec beaucoup d'éthique, qu'il n'y ait plus les sangs juste parce qu'on voudrait renforcer son économie. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la moitié du budget, ce sont les experts de la question qui le disent, la moitié du budget rwandais est constitué de pillage de minerais de l'Est du Congo. Et ça devait finir cette histoire, il fallait y mettre fin. Et aujourd'hui, il y a eu le leadership américain qui a dit aujourd'hui qu'il fallait en tout cas mettre fin à ces pillages une fois pour toutes. Nous avons fait confiance à certains partenaires
Et nous avons vu, prenons par exemple certains leaders mondiaux comme la Chine qui ne s'intéresse pas à cette question. On voit la Russie a ses problèmes, la guerre en Ukraine, des problèmes à la Syrie, voilà. Donc, les Africains d'ailleurs n'arrivaient même pas à indexer, l'Union africaine n'arrivait même pas à indexer, même pas à citer les Rwandais. Les Congo s'est quasiment battu seul avec quelques alliés. Et après, on a abouti quand même à la résolution 2773 qui demande explicitement aux forces rwandaises de partir. Mais comme il n'y avait pas de mesures contraignantes, aujourd'hui nous avons quand même ces processus. Il y a d'une part les processus de Washington, on a déjà un accord de paix. D'ailleurs, j'encourage beaucoup à lire cet accord de paix qui est aujourd'hui public, parce que certains spéculent, mais ils n'ont même pas lu le contenu de cet accord. Et d'autre part, nous avons cette déclaration aujourd'hui de principe, et nous attendons d'ici 10 jours un accord de paix qui signera en tout cas les départs des M23, parce que la question revient. Mais il y a eu la déclaration de principe. Les M23 est toujours là. Est-ce qu'après l'accord, mais c'est justement dans l'accord où il y aura, on aura à expliciter les étapes de la restauration de l'autorité de l'État dans les territoires occupés par les forces ennemies. Déjà, ça pose problème, Igor Biwaka, sur la terminologie notamment, en ce qui concerne notamment la restauration de l'autorité de l'État. Le M23 parle un langage, Kinshasa parle aussi un langage, et on a vu le Rwanda qui s'est précipité pour saluer justement cette déclaration des principes entre la RDC et le M23. À quoi doit-on s'attendre justement, et jusqu'où la RDC est prête à aller pour rétablir cette paix tant attendue? Vous savez, Patrick Lumbala, beaucoup interprètent de manière, je dirais, triviale et sordide, n'est-ce pas, ces déclarations de principe conclues entre le gouvernement congolais et puis la coalition M23-FC, sous évidemment la médiation de Qatar. Mais moi, je trouve que c'est un pas en tout cas vers la paix définitive dans cette partie orientale longtemps, n'est-ce pas, gangrénée par une crise trentenaire qui a bénéficié au régime de Kagame, mais également au développement, n'est-ce pas, de son pays. Aujourd'hui, le Rwanda, comme on l'a tantôt évoqué ici, repose 50% de son économie, n'est-ce pas, par le pillage des ressources minières dans le flanc oriental de la RDC. Et c'est malheureux de le constater. Alors aujourd'hui, déjà, comme j'étais en train de le dire, vous savez, la guerre, Patrick Lumbala, la guerre, elle est factuelle. Mais la paix, c'est une étape qui impose, n'est-ce pas, une démarche procédurale. Évidemment, c'est la voie vers laquelle est en train d'étendre la République démocratique du Congo. Dans le passé, on avait du mal, on l'a toujours dit ici, on avait du mal d'identifier les Rwandais comme étant un acteur principal dans cette crise de l'Est de la RDC. Mais aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante, n'est-ce pas, du gouvernement congolais, grâce à la diplomatie agissante du président de la République, aujourd'hui quand même, on parvient à indexer le Rwanda. Aujourd'hui, les gens reviennent encore. Dans un autre aspect des choses, les gens reviennent et voilà, c'était une ligne rouge à ne pas franchir. On parle de la concession. On met en exergue, n'est-ce pas, le mot concession, mais au prix de quoi, Patrick Lumbala? Déjà, une fois que vous franchissez une étape que les gens négligent, que les gens sont en train, en fait, ne voient pas la portée de cette étape-là. Déjà, aujourd'hui, le fait de montrer, d'indexer le Rwanda, c'est pour la RDC une victoire, parce que tous les États du monde, la communauté internationale sait pertinemment. Il y a des rapports accablants, même des instances internationales, qui accusent le Rwanda d'être pays agresseur, n'est-ce pas, qui accusent le Rwanda, qui montrent du doigt le Rwanda. Et donc, si on prend le narratif du président de la République, il disait, il ne voulait pas négocier directement avec ce qu'il avait qualifié de coquilles vides, qui était le M23. Pourquoi il ne voulait pas négocier directement avec ces gens? Il a d'abord commencé par montrer à la face du monde que voilà, la personne qui soutient le M23, c'est le Rwanda. Il faut commencer d'abord avec le Rwanda, et puis par la suite, on va négocier avec ces acteurs-là qui ne font que suivre la volonté de leur maître, la volonté, je dirais, machiavélique de leur maître. On l'a vu d'ailleurs dans les discussions à Doha, que c'est pratiquement le cahier des charges du Rwanda, on peut dire, qui a été mis sur la table. Certainement. Et ça prouve encore à suffisance que voilà, le M23 n'est là que pour couvrir les intérêts du Rwanda. Et aujourd'hui encore, faut-il mentionner le fait que sur le sol congolais, il y a la présence militaire rwandaise. Voyez-vous? Donc l'agression de la partie orientale n'est plus à cacher. La participation dans cette guerre de l'Est n'est plus à cacher. Et donc pour la RDC, c'est au fait une victoire. D'abord, c'est une victoire
La première démarche était faite de montrer le Rwanda, de dénuder ses pratiques hostiles et ses pratiques expansionnistes. Mais après, il faudrait maintenant s'attaquer, n'est-ce pas, au M23. Et pour le M23, les gens ne voient pas en fait la portée de cette déclaration de principe. Quand on parle de restaurer l'autorité de l'État, mais il s'agit de quelle autorité de l'État qu'on doit restaurer? Dans la partie orientale de l'RDC. Ce n'est pas l'État rwandais qui a ses parts. Mais il faut voir les choses. L'autorité de l'État légitime. Il ne faudrait pas décontextualiser le propos de son contexte. Il faut rester dans les faits. On est en train de faire une lecture non seulement, je dirais, linéaire, mais une lecture de fond de la chose, Patrick Lumbala. On veut restaurer, quand on parle de ces points-là, montrent en suffisance qu'aujourd'hui, le Rwanda occupe illégalement le territoire congolais. Tout à fait, tout à fait. Et il occupe ce territoire congolais, n'est-ce pas, par ses trabans. Mais ces trabans, c'est quoi? Ces trabans, c'est en fait cette coalition AFC-M23. Et donc, on exige, n'est-ce pas, la restauration, c'est-à-dire que l'État congolais doit reprendre à ses parts, doit reprendre à ces villes qui sont aujourd'hui sous occupation de cette coalition AFC-M23. Et en reprenant cela va faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse activer un autre levier très important. Et c'est le levier, ce qu'on appelle l'élan du développement, l'élan vers le développement. Je vais justement chuter rapidement là-dessus. Pourquoi? Parce que, vous savez, la partie orientale de la République démocratique du Congo, c'est une partie qui regorge non seulement des richesses minières, mais également une richesse démographique. Où se concentre la démographie de la République démocratique du Congo avec plus de 120 millions d'âmes? C'est dans la partie orientale. Et ce n'est pas n'importe quelle démographie. C'est une démographie qui est consciente, Patrick Lumbala. C'est une démographie qui est talentueuse, répue des talents. Et tout cela, le Rwanda le sait. Donc, au-delà, en fait, de maintenir le pays sous le joug de la précarité, ils savent pertinemment qu'on ne peut pas faire en sorte que la partie orientale de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de la quiétude à cause évidemment des élites qu'il y a dedans. Regardez bien en termes de comparaison l'écosystème entrepreneurial qu'il y a dans cette partie-là. Très dynamique d'ailleurs. Très dynamique, malgré en fait les tensions qu'il y a. Très dynamique. Alors imaginez que nous soyons, n'est-ce pas, que cette partie du pays, ces flancs est de RDC puissent bénéficier de la paix. Comment sera encore, n'est-ce pas, l'écosystème entrepreneurial là? Donc ils sont en train non seulement de participer à la crise de la République du Congo, à la crise militaire évidemment de la République du Congo, mais ils sont en train de vouloir que la RDC puisse se maintenir sempiternellement sous le joug d'extrême précarité. Tout à fait. Tony Antondibendila, on va finir ce sujet avec vous. Justement, la RDC, je l'ai dit d'ailleurs, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette quête de la paix? Beaucoup dénoncent déjà une déclaration des principes où on a beaucoup concédé à un mouvement qu'on qualifie de pro-rwandais. Jusqu'où la RDC est prête à aller? Mais déjà, il faudra faire une analyse comparative des accords ou des accords tout simplement. S'il faudra regarder l'accord signé par la RDC, l'accord qui a créé les M23, l'accord du 23 mars, et qui a en tout cas concédé les mixages et les brassages, mais à comparer avec l'accord d'aujourd'hui, où on parle explicitement de l'intégration conditionnée des combattants du M23 au cas par cas, et on a même donné les principes de cette intégration coordonnée, c'est-à-dire qu'il y a des principes tels que la loyauté envers les institutions. Quelque part, on voit qu'il y a déjà une barrière, même en termes de ces intégrations au cas par cas, et les acteurs politiques, on saura comment les caser dans les caser pour des questions politiques. Mais cela n'exclut même pas les poursuites judiciaires, parce qu'il y aura, après, il faudra que les gens répondent de leurs responsabilités. Il y a eu des massacres de masse. C'est pourquoi justement l'accord prévoit, dans la déclaration de principe, cette déclaration prévoit l'intégration coordonnée, en fait, dans l'accord RDC-Rwanda, coordonnée de combattants du M23 au cas par cas. En fait, le vrai accord aujourd'hui qui a mis fin à la guerre, c'est l'accord RDC-Rwanda. Et ce qui s'élargit avec le M23, c'est quasiment dans les contextes de cet accord, ce n'est pas à prendre de manière isolée. Où est-ce que la République démocratique du Congo doit aller? Je crois que la ligne a été donnée par un leader congolais, Zaïre à l'époque, qui a dit qu'il fallait signer même avec les diables pour maintenir la paix en République, mais les pactes, même avec les diables, pour maintenir la paix et la stabilité au Congo. Aujourd'hui, il faudra souligner un fait. Il faudra souligner un fait, c'est-à-dire que les rêves expansionnistes du Rwanda
les rêves d'obtenir d'autres territoires au Congo, les rêves de créer ce qu'ils ont appelé les Congo orientales, s'est envolé. Les Congos ont toujours résisté. Je voudrais rapidement sur les minerais congolais, ces rêves-là s'est envolé. Mais la question de l'intégration économique, s'il faudra le dire, mais c'est tout à fait normal. Nous avons une richesse et nous avons déjà, dès le départ, dès l'arrivée du président Tshisekedi, proposé un cadre d'intégration économique où nous aurons des projets communs et partager ce projet commun en tant qu'État, pays de la sous-région et voir comment se développer ensemble. Mais ça n'a jamais été la position rwandaise parce que justement pour eux, voilà, l'économie, pour eux, l'économie du sang fonctionnait très bien. Nous avons vu que la guerre des 30 ans dans l'Est du Congo a permis à ce que le Rwanda se stabilise, a permis à ce que le Rwanda crée ses bling-bling, mais avec ce nouveau modèle économique que les USA souhaitent avoir avec la RDC et les pays de la région du Grand Lac, les Rwandais se posent des questions. Est-ce que leurs institutions ou leur modèle économique basé sur le pillage des minerais congolais pourra résister et continuer à donner du pain quotidiennement aux Rwandais? La question reste ouverte. Et je voudrais rapidement évoquer cette question. Les rêves là rwandais s'est envolé et les Congos à la sortie de l'indépendance, mais nous avons vu une partie, nous avons vu les Katanga, il y a eu sécession dans les Kasai, il y a eu également sécession. Ça a pris plus de 2 ans dans les 2 parties du Congo, mais les Congo s'est retrouvé et ces sécessions-là ont pris fin. De la même manière qu'aujourd'hui, il faudra en tout cas affirmer aux Congolais que le processus aujourd'hui est quasiment à la fin et les rêves rwandais d'occuper éternellement les territoires congolais s'est envolé et ce sera un nouveau modèle économique qui permettra à ce que les Congos retrouvent son processus de développement. Effectivement, on termine avec vous. Vous allez réagir, mais j'aimerais que vous intégriez également l'aspect Qatar. On a senti vraiment le Qatar très très impliqué dans la signature de cette déclaration des principes avec le M23. Tony Dibendila l'a dit. Est-ce que le Qatar a senti ses intérêts économiques menacés dans cette partie de l'Afrique, voilà, la RDC, y compris le Rwanda? Évidemment, s'impliquer autant. Déjà, je ne vais pas revenir sur les accointances en termes de relations bilatérales qu'il y a entre le Qatar et le Rwanda. Donc, il s'était senti, en tout cas dans l'obligation, évidemment, de verrouiller les 2 parties prenantes. Vous allez vous souvenir que je crois que c'était au mois de mars 2025 où le président Kagame avait rencontré son homologue congolais, le président Tshisekedi, évidemment, et autour des émirs du Qatar qui ont évidemment discuté sur la question de la crise dans la partie orientale. Et donc, c'était impératif, n'est-ce pas, pour le Qatar, qui, n'est-ce pas, ne tire pas seulement profit des intérêts via le Rwanda, mais également via la République démocratique du Congo. Il faut rappeler également ici le fait que, déjà, il y a une ligne directe entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Voilà l'inauguration l'année dernière. Certainement. Donc, pour dire que, voilà, le Qatar n'est pas seulement impliqué activement au Rwanda, auprès de ces régimes de Kagame, mais il est également impliqué, n'est-ce pas, en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et par conséquent, il s'est vu dans l'obligation d'assurer cette médiation de manière beaucoup plus objective. Voyez-vous? Et là, déjà, on est en train de se diriger vers un élan de développement, vers un élan de stabilité. La stabilité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo ouvre la voie vers l'élan du développement. Mais seulement, il faudrait après s'interroger sur la période post-crise en République démocratique du Congo. Ça sera beaucoup plus intéressant. Parce que vous allez vous rappeler, sans être beaucoup plus historiciste, vous allez vous rappeler que ce qui a conduit, n'est-ce pas, ce qui nous a amené à ces malheurs, c'était au fait notre hospitalité envers le pays voisin. Tout à fait. Voyez-vous? Donc c'est là même l'urgence pour la République démocratique du Congo de restructurer certaines de ses relations avec d'autres pays, de restructurer en fait son armée, de réorganiser sa défense nationale, et cela s'impose. S'impose pourquoi, à Patrick Lumbala? La République démocratique du Congo, comme d'aucuns pourront insidieusement le croire, la République démocratique du Congo n'est pas un pays xénophobe. C'est un pays qui a toujours été hospitalier. Déjà, cela se manifeste à travers 450 ethnies que nous avons en République démocratique du Congo. Donc notre richesse n'est pas seulement minière, notre richesse est également culturelle, notre richesse est également linguistique. Vous savez, Patrick Lumbala, nous, on n'a pas hérité, n'est-ce pas, de cet héritage colonial du tribalisme et autres. Et ils n'ont qu'à peine 3 ou 2 groupes ethniques, mais ça crée problème. La République démocratique du Congo, on en a plus de 450, voyez-vous. Et donc, c'est là, en fait,
l'urgence pour les RDC de pouvoir réconsidérer et même la protection de ses frontières. Voyez-vous, j'ai même salué au fait le président de la République lors de la 52e réunion du Conseil des ministres qui avait, n'est-ce pas, appelé à la réévaluation, à la réactivation de l'ordre opérationnel aux frontières. Pourquoi? Parce qu'on a constaté certaines pratiques ignominieuses qui s'est pratiquées, n'est-ce pas, auprès des frontières. Et cela a été même dénoncé par des opérateurs économiques. Mais quelle image vous vendez au pays si déjà les visiteurs, les opérateurs économiques qui viennent pour investir et trouvent de la magouille, et trouvent, n'est-ce pas, des pratiques odieuses qui ternissent même l'image du pays, on ne va pas vous considérer. Donc c'est pour... En tout cas, c'est le moment, n'est-ce pas, pour la République démocratique du Congo de pouvoir réévaluer la protection, n'est-ce pas, de son État, de pouvoir réévaluer beaucoup de choses qui n'ont pas marché dans le passé, afin, n'est-ce pas, de recevoir ces vents de la paix qui va apporter certainement le développement de notre pays. Le développement donc de la République démocratique du Congo, et on referme donc ce chapitre-là.